ma femme dans notre lit avec un guide touristique pendant un voyage que j'ai payé. Elle disait que je n'étais jamais assez. Mais ce que j'ai fait ensuite l'a laissé en larmes devant tout le monde. J'ai 32 ans. Je suis marié à Élise, 29 ans. Cela fait 6 ans que nous sommes mariés 9 ans ensemble. Nous nous sommes rencontrés à la fac alors que je terminais mon diplôme d'ingénieur. Je ne suis pas un homme parfait. Je travaille trop. J'oublie parfois des dates importantes. J'ai la mauvaise habitude de laisser mes chaussettes traîner partout. Mais j'ai toujours été fidèle. Toujours là pour elle. Honnêtement, je pensais qu'on avait quelque chose de vraiment solide. J'ai grandi dans une petite ville près de Lyon. Mes parents sont toujours ensemble après 35 ans de mariage. J'ai eu une éducation traditionnelle. J'ai travaillé dur pour décrocher un bon job, acheter une maison en banlieue de Lyon. Le rêve français, version classique. Élise étudiait la psychologie quand on s'est rencontrés. Elle est brillante, ambitieuse. Franchement, bien trop belle pour moi. Elle avait de longs cheveux bruns, des yeux verts qui changeaient de couleur selon ses vêtements, et un rire qui illuminait toute la pièce. On a tout de suite accroché lors d'un événement de bénévolat sur le campus à construire des maisons pour Habitat for Humanity. Je lui ai proposé un café ensuite. Le reste appartient à l'histoire. À l'époque, notre connexion était incroyable, autant émotionnellement que physiquement. On pouvait passer toute la nuit à parler, ou à ne pas parler. 3 ans plus tard, on se mariait, petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. L'année suivante, on a acheté notre maison. Tout se déroulait comme prévu. Je montais les échelons dans mon cabinet d'ingénierie. Élise créait son cabinet de thérapeute spécialisé en conseil familial. L'ironie ne m'échappe pas aujourd'hui. Notre routine était confortable. Le matin, on prenait le café ensemble avant le boulot. Le week-end, on bricolait, on regardait Netflix. Un vendredi sur 2, c'était soirée en amoureux. On parlait d'avoir des enfants un jour, mais on profitait encore d'être rien que nous deux. Le côté physique était toujours là. Pas la folie de la lune de miel, mais régulier satisfaisant. Enfin, c'est ce que je croyais. Un soir, un mardi au hasard, je suis affalé sur le canapé, je scrolle sur mon téléphone. Je regarde d'un œil une vieille sitcom en attendant la mise à jour de mon jeu. Élise entre elle à cette tête. Un mélange de détermination et de... Je me répète ce discours dans ma tête depuis des jours. Je coupe la télé, je me redresse. On doit parler, dit-elle, bras croisés. Ces 4 mots ne sont jamais suivis de « Je t'ai acheté des jeux PlayStation » ou « On commande une pizza ». Qu'est-ce qu'il y a, je demande, essayant de me rappeler si j'ai oublié une date importante. Elle reste là un instant, comme si elle devait se donner du courage. Puis elle lâche. Je pense qu'on devrait essayer un mariage sans sexe. J'ai éclaté de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que j'étais sûr à 100% qu'elle plaisantait. C'est quoi ce délire, un prélude au divorce? Je ris gêné. Son visage ne bouge pas. S'il se durcit. Je suis sérieuse, Antoine. J'y réfléchis depuis longtemps. Je crois que ça pourrait renforcer notre couple. Le sexe, ce n'est pas tout. J'ai l'impression que ça nous empêche de vraiment nous connecter. Mon cerveau s'est mis à bugger. Qui était cette femme dans mon salon? Ce n'était pas la même qui m'envoyait des textos coquins en réunion. Ce n'était pas Élise, celle qui m'avait déjà surpris pour mon anniversaire vêtue seulement de crème chantilly. J'ai eu l'impression d'avaler une brique. Attends, je balbutie. Ça sort d'où? T'es malheureuse? J'ai fait quelque chose de mal. Elle soupire comme si mes questions étaient d'un ennui mortel. Non, ce n'est pas ça. Je lis beaucoup. J'écoute des podcasts. Je regarde des femmes incroyables en ligne qui parlent de reprendre le contrôle de leur identité, de comment l'intimité peut être un frein à des problèmes plus profonds dans le couple. Des podcasts. Des influenceuses, je dis. Donc tu écoutes 2 émissions et tu décides que notre mariage ne va pas. Je ne voulais pas être sur la défensive, mais franchement, ce n'est pas ce que je dis, réplique-t-elle. Je dis qu'on pourrait essayer quelque chose de nouveau, nous Challenger. Pas de sexe, je répète plus pour moi que pour elle. Dans quel univers ça renforce un mariage? Elle devient sur la défensive. Tu es fermé d'esprit. Ce n'est pas pour ne plus jamais faire l'amour. C'est juste pour mettre ça de côté un moment et se concentrer sur nous comme individus, comme partenaires.
Partenaire, je répète. Quel genre de partenariat n'inclut pas d'intimité? On n'est plus des étudiants qui testent un nouveau régime alimentaire. C'est notre mariage. Elle s'assoit en face de moi, posture calme, mais les yeux en feu. Exactement. C'est notre mariage. Et je dis qu'on doit réfléchir à ce qui compte vraiment. Ce n'est pas pour te rejeter ou te punir. C'est pour savoir qui on est, sans compter sur la connexion physique comme béquille. Béquille. Ce mot m'a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Pour moi, notre intimité, c'était l'amour, la connexion, la colle qui nous tenait ensemble quand tout devenait compliqué. Sans ça, on était quoi, des colocataires qui partageaient les factures? Tu t'entends parler? Je n'ai plus réussi à me retenir, parce que là, pour moi, ça sonne fou. Son visage se ferme, mais elle se pare vite d'une sorte de vertu. « Tu refuses même d'y penser », dit-elle doucement, presque comme si elle me plaignait. « Non, je refuse », je réponds. « Parce que ce que tu demandes, ce n'est plus un mariage, du moins pas celui pour lequel j'ai signé. » On reste là silencieux. La tension est saine et si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Elle me fixe comme si elle attendait que la lumière me frappe. Comme si j'allais comprendre son plan et la remercier à genoux. Mais moi, je ressens juste la confusion, la frustration, une immense trahison. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas juste une question de sexe. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui couvait depuis longtemps. Et je n'avais aucune idée de comment réparer ça. Les jours qui ont suivi étaient irréels. J'attendais que tout redevienne mal normal, qu'elle s'assoie en rit et admette que c'était une idée idiote, inspirée par une influenceuse surestimée. Mais rien. À la place, j'avais l'impression de cohabiter avec une inconnue. Au début, c'était subtil. Elle passait tout son temps sur son téléphone écouteur vissé, fixé sur ce qu'elle lisait ou regardait. J'attrapais parfois des bribes de discours de motivation. La valeur d'une femme ne réside pas dans sa capacité à plaire à un homme, j'ai entendu un jour, alors que je rentrais dans la cuisine. Elle a vite mis pause comme une ado prise en flag. C'est intéressant, je tente décontracté. Elle hausse les épaules. C'est juste des trucs auxquels je réfléchis. Avant, Élise me racontait tout. Sa journée, un article, une pensée à 3 heures du matin. Maintenant, c'est des réponses monosyllabiques, des haussements d'épaules. Ensuite, elle a changé d'apparence. Élise était du genre jeans sweats t-shirts. Du jour au lendemain, elle s'habillait comme pour des réunions de direction. Blazers, pantalons, chemisiers, même ses cheveux. Elle a coupé ses longs cheveux bruns que j'adorais une coupe carrée stricte avec une frange. La première fois, j'ai cru rêver. 6 ans de mariage, jamais elle n'avait parlé de vouloir les cheveux courts. « Tu es différente ?» je dis un matin, alors qu'elle met du rouge à lèvres un samedi, sans aucun plan. « Merci. » Elle lâche sans me regarder. « Tu sors quelque part? » « Non. » Fin de la conversation. Même notre routine à la maison a changé. Elle ne cuisinait plus avec moi une tradition du week-end. Elle ne proposait plus de films pour nos soirées du vendredi. Elle a même trié son armoire, virant tous ses vêtements confort. Chaque jour, elle semblait plus distante. Celle qui se blottissait contre moi sur le canapé s'asseyait maintenant raide sur une autre chaise absorbée par son téléphone. Si j'essayais de parler boulot ami n'importe quoi, elle répondait à peine sans intérêt. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est les nouveaux mots qu'elle utilisait. Soudain, tout tournait autour du travail émotionnel, de l'emprise masculine, des limites de l'énergie féminine. Des choses que je ne l'avais jamais entendu dire. Je me concentre sur moi-même. Elle a lâché un soir où j'essayais d'aborder la situation. Te concentrer sur toi-même. Ça veut dire quoi? Tu es là. Je dis incapable de cacher ma frustration. Tu ne peux pas comprendre, elle répond voix plate. Cette remarque m'a blessé plus que ça n'aurait dû. On pouvait tout se dire avant. Maintenant, j'étais traité comme un idiot dépassé. J'ai essayé de garder un semblant de normalité. Je continuais à lui proposer de regarder des séries, de sortir d'aller dans nos restos préférés. Soit elle refusait, soit elle disait oui mais passait tout le temps collée à son téléphone. Le sexe, bien sûr, totalement exclu. Même une caresse sur l'épaule, un baiser sur la joue, elle se raidissait ou reculait discrètement. Élise, la femme que j'aimais, disparaissait un peu plus chaque jour. À sa place, une étrangère froide, agacée par ma simple présence. 2 semaines après sa bombe sur le mariage sans sexe,
Élise débarque dans le salon alors que je regarde un match de basket. Sans un mot, elle s'assoit et me colle son téléphone sous le nez. Regarde ça, elle ordonne, montrant un post Instagram. Un compte appelé Patriarchy Smashers. 200 000 abonnés pleins de citations sur la libération des femmes et la rupture des chaînes des attentes masculines. Le post était un long monologue sur le fait que les relations sexuelles avec les hommes sont des outils d'oppression et que les femmes peuvent reprendre leur pouvoir en rejetant le regard masculin et les exigences physiques. Tu en penses quoi? Fixe-t-elle l'air de m'examiner. Je lis. En gros, ça dit que toute femme en relation traditionnelle est soumise, que l'intimité sexuelle avec un homme est oppression, que la vraie liberté, c'est de se couper de la validation masculine. Les commentaires étaient pleins de femmes qui acclamaient ces idées. J'ai dit ce que je pensais. C'est absurde. Franchement, cette personne ne nous connaît pas. Comment une féministe d'Instagram pourrait savoir ce qui est bien pour notre couple? Elle a plissé les yeux. Ce n'est pas elle en particulier, dit-elle, sur un ton condescendant que je ne lui connaissais pas. C'est le concept. Tu ne crois pas qu'il y a du vrai dans le fait que la société conditionne les femmes à penser que leur valeur dépend de leur désirabilité sexuelle? Oui, en théorie. Mais ce n'est pas notre couple. Je ne t'ai jamais traité comme ça. Tu vas vraiment laisser une militante hashtag influencer notre mariage. Elle soupire. C'est exactement ce que je pensais. Tu refuses toute perspective qui remette en cause tes privilèges masculins. Privilèges masculins. En 9 ans, Élise n'avait jamais parlé comme ça. Maintenant, je suis le patriarcat. Nouvelle perspective ou lavage de cerveau. Parce que là, ce n'est plus toi, j'ai dit. Elle s'est levée brusquement. Tu ne peux pas comprendre. Toute ta vie est filtrée par ton statut d'homme. Elle est sortie me laissant là à me demander ce qui était arrivé à ma femme. Cette nuit-là, je suis resté allongé à côté de cet inconnu, fixant le plafond, cherchant quand tout avait changé. Elle était là à quelques centimètres, mais en réalité à des kilomètres. La femme avec qui j'avais construit une vie, un futur, semblait remplacée par un clone radicalisé. Le lendemain, je rentre du travail. Elle organise un cercle de femmes dans le salon. 5 femmes que je ne connaissais pas assises par terre brûlant de la sauge. Je suis allergique, soit dit en passant parlant de déconstruire la misogynie intériorisée. Élise ne me calcule même pas. On aura fini dans 2 heures, me lance-t-elle comme à un livreur qui dérange le rituel. Je prends mon ordi. Je file dans la chambre. J'écoute ces inconnus discuter de comment les hommes sont la source de tous les maux du monde. L'une d'elles explique qu'elle s'est libérée du regard masculin en coupant tout accès physique à son mari. Les autres approuvent. C'est ça le plan d'Élise rupture totale. J'ai la nausée. Ce n'est pas juste une mauvaise passe. Ma femme se fait retourner contre notre couple par une idéologie radicale. Après une nuit blanche, une idée inquiétante me traverse. Et s'il y avait quelqu'un d'autre, je me déteste d'y penser, mais ça expliquerait tout. Distance soudaine, changement de look téléphone secret. On ne change pas comme ça du jour au lendemain sans une raison. Le lendemain, pendant qu'elle est sous la douche, j'essaie de regarder son téléphone. Verrouillé. Nouveau code. Avant, on connaissait le code de l'autre. Pas pour fouiller, juste parce qu'on n'avait rien à cacher. Depuis quand ça a changé, je commence à observer. Tout le temps collé à son téléphone écran tourné dès que j'approche. Elle s'enferme des heures dans le bureau soi-disant pour écrire ou participer à des ateliers de femmes. Chaque notification, elle saute dessus. Quand j'entre dans une pièce, elle change d'appli ou éteint l'écran. Comportement typique de quelqu'un qui cache quelque chose. Un soir, je fais semblant de dormir. Elle se glisse dans le lit, attrape son téléphone, commence à taper, sourit à ce qu'elle lit. Qui peut bien lui écrire à minuit? Pourquoi ce sourire alors que moi, ça fait des semaines que je n'ai pas vu une étincelle dans ses yeux? Tu écris toujours à qui? Je demande le lendemain alors qu'elle tape frénétiquement. Elle sursaute puis se compose. Juste des femmes de mon collectif féministe. On parle de l'oppression systémique du mariage traditionnel. Ton collectif féministe. Depuis quand tu es dans un collectif? Pourquoi ça t'intéresse? Elle s'énerve. Tu veux contrôler avec qui je parle, c'est typique du patriarcat. Ça m'intéresse parce que tu es ma femme et que tu me traites comme un ennemi depuis des semaines. Ces inconnus en savent plus que moi sur notre mariage. Peut-être qu'elles me comprennent mieux que toi.
balance-t-elle froidement en quittant la pièce. Ce soir-là, j'ai eu mal comme jamais. 9 ans ensemble, et soudain, des inconnus d'Internet la comprennent mieux que moi. J'ai remarqué d'autres changements. Téléphone face contre la table dès que j'approche. Appel dans une autre pièce voix basse. Tous les codes changés, même Amazon. Un après-midi, je rentre plus tôt. Je l'entends rire aux éclats dans son bureau. Un vrai rire que je n'avais plus entendu depuis des semaines. Je frappe entre. Elle coupe vite l'appel vidéo passe sur un document blanc. Désolé, je voulais pas déranger. Pas grave, je terminais. Elle évite mon regard. Tu parlais à qui on aurait dit que tu passais un bon moment? Juste le collectif. On parlait de la déconstruction des standards de beauté. Ouais, super sujet hilarant. La paranoïa me ronge. Tout devient un indice. Téléphone greffé à la main, écran verrouillé. Réponse floue, texto, nocturnes appels secrets, changement d'apparence. Mon cerveau tourne en boucle sur le pire. Tromperie émotionnelle. Physique, manipulation sectaire. Je n'arrive plus à bosser. Je dors mal. Je repasse notre histoire dans ma tête. Est-ce qu'elle était malheureuse depuis longtemps? Quelqu'un l'a-t-il attirée? Ou c'est juste un délire idéologique? Un soir, elle s'endort tôt. Son ordi reste ouvert sur la table. Je sais que c'est mal, mais je veux comprendre. Je pense tomber sur un historique vide. Mais non. Jackpot. Elle a oublié de se déconnecter de ses mails. Plein de newsletters féministes, des forums d'empowerment. Mais il y a un dossier personnel, des dizaines de mails d'une certaine Chloé. J'en lis un d'il y a 2 semaines. Élise, notre conversation hier soir était incroyable. Je n'ai jamais autant connecté avec quelqu'un. Tu t'éveilles à ton pouvoir authentique, c'est beau à voir. Ce que tu décris chez toi, c'est si courant. Les hommes ne comprennent pas la charge émotionnelle des femmes dans un couple hétéro. Tu mérites bien plus que ce que tu acceptes. J'ai hâte de t'appeler demain. Chloé, un plus récent? Je suis fier de toi pour avoir posé des limites. C'est énorme. Tu ne lui dois rien. Ton corps t'appartient. La culpabilité, c'est ton conditionnement. Libère-toi. Je suis là si tu veux parler. Même heure ce soir, Chloé. Chloé, femme ou homme? Ce n'est pas clair, mais qui que ce soit, elle pousse Élise à détruire notre mariage. Je continue. Un mail d'il y a 3 jours. Élise, plus tu me parles de lui, plus je vois les signes typiques de manipulation émotionnelle. Il essaie de te faire culpabiliser pour ta croissance personnelle. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Tu mérites de l'espace pour explorer qui tu es sans ses attentes sur toi. Je suis là pour te soutenir à chaque étape. Chloé, je suis furieux. Cette personne ne me connaît pas, n'a jamais vu notre couple et me peint comme un monstre. Et Élise accepte, lui raconte tout. Je trouve aussi un groupe de méditation qu'Élise a rejoint animé par cette Chloé. Des liens Zoom pour des sessions nocturnes, des appels privés. Je trouve des reçus de dons. Élise a envoyé de l'argent à ce collectif féminin. 200 € ici, 350, là plus de 3000 € sur notre compte commun en un mois. On s'est toujours consulté pour les dépenses de plus de 500 €. Et là, elle envoie des milliers à un groupe en ligne. Je tombe aussi sur un PDF, Guide de libération 12 étapes pour se libérer des structures patriarcales. Étape 1, reconnaître son conditionnement. 2, mettre des limites physiques, comme instaurer un mariage sans sexe. 6, se détacher de l'approbation masculine, changer d'apparence pour soi, pas pour les hommes. Un vrai manuel sectaire. Tout s'éclaire. Le changement de personnalité. Le nouveau vocabulaire, la froideur, l'apparence, les cercles de femmes, le secret. Élise se fait manipuler par ce groupe, et Chloé lui retourne la tête. Je prends des photos des mails les plus accablants des dons, puis referme tout comme si de rien n'était. J'ai besoin de temps pour assimiler. Pas de confrontation immédiate. Je veux voir jusqu'où ça va. Les jours suivants, elle fait ses sessions de méditation chaque soir porte close. Je mène mon enquête sur ce collectif. Leur site, que du jargon empowerment, des témoignages de femmes qui auraient transformé leur vie. Fondatrice Chloé Lefebvre, se disant guide spirituelle éveillante, féministe, libérée du patriarcat après 15 ans de mariage. Plusieurs abonnements, 49 € par mois pour les groupes,
jusqu'à 499 € par mois pour un coaching privé. Un bouton, faire un don. Tout d'une arnaque bien ficelée pour des femmes vulnérables. Le déclic, c'est un soir après le dîner. J'ai cuisiné comme d'habitude maintenant. Elle mange à peine trop occupée à regarder l'heure. « Je dois y aller », dit-elle, se levant, laissant son assiette. « J'ai une session importante à 8 heures. » Bien sûr, je dis ton nouveau meilleur ami Chloé, pendant que je nettoie encore. Elle s'arrête net. « Tu as dit quoi ?» Je pose ma fourchette, je la regarde. « Tu m'as entendu, Chloé. Ton gourou, celle qui te répète que je suis un monstre oppressif. » Son visage pâlit, puis devient cramoisi. « Tu as fouillé mes mails. Tu as violé ma vie privée. » La vie privée. Depuis quand on a des secrets dans ce couple? Tu racontes tout à une inconnue, tu la laisses me transformer en salaud. Et je suis le méchant parce que je découvre la vérité. « Tu n'avais pas le droit !» crie-t-elle, main tremblante. « Voilà pourquoi j'ai besoin d'espace. Tu es contrôlant possessif. » Je ris. Mais d'un rire sans joie. Contrôlant. Je te regarde devenir une étrangère, débiter des phrases que tu n'avais jamais prononcées, me traiter comme un ennemi, partager notre intimité avec un collectif inconnu. Et je dois rester là, sans rien dire. Chloé me comprend. Le collectif soutient mon cheminement sans jugement. Il me voit comme une personne entière, pas juste un objet pour la gratification masculine. Un objet. Sérieusement, 9 ans ensemble, tu crois vraiment que je te vois comme ça? Je t'ai toujours soutenu, encouragé à faire ton master, à ouvrir ton cabinet. Quand est-ce que je t'ai traité comme un objet? Tu ne comprends pas, dit-elle condescendante. Ton regard d'homme t'aveugle? Chloé est tellement plus éclairée. Donc quelqu'un qui ne m'a jamais vu, ne nous a jamais vus ensemble, sait mieux que moi ce qui va dans notre couple. Chloé m'aide à trouver mon vrai moi. Ton vrai toi allait très bien avant que cette secte ne t'embarque. Elle me fusille du regard. Ce n'est pas une secte. C'est une communauté solidaire de femmes qui comprennent l'expérience féminine. Une communauté qui t'encourage à tout détruire, qui te dit que ton mari est manipulateur sans preuve, qui te fait tout changer. C'est la définition d'une secte. Tu es juste menacé parce que je ne centre plus ma vie sur tes besoins. Centrer ta vie. Je ne t'ai jamais demandé ça. C'est toi qui as tout changé du jour au lendemain. Toi qui veux un mariage sans sexe. Toi qui passes ta vie à te faire laver le cerveau par des inconnus. La dispute dégénère. Elle me traite de toxique, de représentant du patriarcat. Je la traite de laver du cerveau d'égoïste d'inconnus. Puis je parle de l'argent. D'ailleurs, je sais pour les 3000 € envoyés à ton collectif. Elle se fige. Comment tu... J'ai vu les reçus dans tes mails. Tu dépenses des centaines d'euros sans m'en parler, alors qu'on s'est toujours consulté. C'est un investissement pour ma croissance, murmure-t-elle, un peu gênée. C'est une arnaque, Élise. Ils t'isolent de ton entourage, c'est le propre des sectes. Ils te poussent à tout toucher. Des tiens à changer, à voir tout le monde comme ennemi. Puis ils prennent ton argent. Tu ne comprends pas ce que ça signifie pour moi, insiste-t-elle. Mais je vois enfin un doute dans son regard. À un moment, je pose la question qui me hante. Tu couches avec Chloé? Elle me regarde choquée. Comment tu oses? Tu penses vraiment si mal de moi? Tu crois que je te trompe? Je suis censé penser quoi? Tu veux un mariage sans sexe? Tu caches ton téléphone? Tu passes des heures avec un gourou qui me traite d'ennemi. Explique-moi, Élise. Je ne te tromperai jamais. Le fait que tu l'insinues prouve que tu ne me connais pas. Je ne te reconnais plus parce que tu n'es plus la même. Celle que j'ai épousée n'aurait jamais laissé une secte diriger notre couple. Elle claque la porte du bureau, la verrouille, et quelques minutes plus tard, je l'entends parler sûrement à sa précieuse Chloé. Je reste dans la cuisine, entouré des restes du dîner, à me demander comment on en est arrivé là. Il fallait agir. On ne pouvait pas continuer comme ça. Après cette dispute, on ne se parle presque plus. Je réfléchis, soit je continue à me battre pour un mariage avec quelqu'un qui ne veut plus la même chose, soit je reprends le contrôle de ma vie. Je choisis la seconde option. Sans rien dire, je contacte un avocat. J'apprends tout ce qu'il faut pour me protéger. Je prends rendez-vous avec un conseiller financier. Je commence à séparer nos finances. J'ouvre un nouveau compte. Je transfère ma part de l'épargne. Je fais verser mon salaire sur ce compte. Je documente tous les changements, les mails de Chloé, l'argent envoyé.
J'enregistre même 2 de nos disputes où elle parle comme une sectaire. Ensuite, j'appelle Baptiste, un ami qui possède une agence immobilière. En une semaine, il me trouve un super appart près de Bellecour à Lyon. Moderne, belle vue tout à pied. Je signe le bail sur le champ. Pendant ce temps, Élise continue ses sessions, me snob. Tant mieux, ça me laisse le temps d'agir. Je mets à l'abri tous mes papiers importants. Je contacte tous nos comptes communs, les assurances. Je retire mon nom ou j'ouvre de nouveaux comptes. Un vendredi, alors qu'Élise est au travail, je fais mes valises. Je prends mes affaires, vêtements, souvenirs, consoles, objets de famille. Je laisse tous les meubles, même ceux que j'ai payés, tout ce qu'on a acheté ensemble. Je ne veux pas me battre pour des objets. Je laisse une enveloppe sur le comptoir. Dedans, un mot, Élise, tu voulais un mariage sans sexe. Je t'offre mieux un mariage sans mari. J'ai déménagé séparé nos finances. Tu peux garder la maison pour l'instant. J'ai payé le crédit pour le mois, le temps que tu t'organises. Mon avocat te contactera. Profite de ton vrai toi, Antoine. J'ai aussi laissé les mails avec Chloé, les reçus de dont les étapes du guide de libération. Qu'elle sache bien pourquoi je pars. Je pars, je conduis vers ma nouvelle vie. Le premier week-end de liberté est irréel. J'installe mon appart, fais mes courses sans demander à personne, je dors autant que je veux. Je revois des amis qu'Élise avait peu à peu écartés sous prétexte de masculinité toxique. Je m'inscris à la salle au basket du dimanche, un truc que j'avais arrêté pour ces dimanches bien-être. 3 jours silence total. Puis la tempête. D'abord des textos. Où es-tu? On doit parler. Tu ne peux pas partir comme ça. S'il te plaît, appelle-moi. J'ignore. Puis, les appels des dizaines tous sur messagerie. Ces messages deviennent de plus en plus désespérés. Antoine, s'il te plaît. C'est une erreur. Je n'ai jamais voulu ça. On peut s'en sortir. Je reste silencieux. Elle se pointe à mon bureau, mais j'avais dit à la réception de ne pas la laisser rentrer. Mail, messages, vocaux, elle contacte des amis communs. Le 5e jour, je réponds à un numéro inconnu, pensant que c'est mon avocat. Bonjour, c'est Antoine. Une voix doucereuse. C'est qui? C'est Chloé du collectif féminin authentique. Je pense qu'on devrait parler. J'ai failli éclater de rire. Il n'y a rien à se dire. Je comprends que tu sois en colère, mais Élise est dévastée. Elle a réalisé à quel point tu comptes pour elle. Ah bon, fascinant. Dis-moi, Chloé, combien Élise t'a-t-elle envoyé ce mois-ci? Silence. C'est bien ce que je pensais. Tu laisses Élise tranquille, tu arrêtes de lui bourrer le crâne. Sinon, je porte plainte pour harcèlement. C'est clair, je raccroche. 2 semaines passent, hein? Je prends mes marques, je reprends contact avec mes amis. Je vais à la salle tous les jours. Je dors mieux, je mange mieux, je redeviens moi-même. Mon avocat m'annonce qu'Élise a reçu les papiers pour la séparation. Elle ne conteste rien, ça m'étonne. Je pensais qu'elle se battrait, qu'elle compliquerait tout. Puis, elle débarque à mon bureau. Elle a mauvaise mine, les yeux gonflés, les cheveux sales, un vieux sweat, au lieu de sa panoplie de femme affirmée. La secrétaire me dit qu'elle attend depuis 3 heures. J'accepte 5 minutes. « Tu as bonne mine, » dit-elle timidement. « Merci. Tu veux quoi, Élise? » J'ai fait une horrible erreur. Elle chuchote en larmes. Je me suis laissé embarquer dans quelque chose que je ne comprenais pas. Chloé, le groupe, ce n'est pas ce que je croyais. C'était quoi alors? Elle baisse la tête. Après ton départ, j'ai cherché. Elle vise les femmes en couple stable, les font douter, les isolène, puis demande de l'argent. J'ai donné presque 5 000 € de notre compte. Je me cale dans mon fauteuil. C'est dommage. Antoine, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je m'ennuyais. J'étais perdu. Puis j'ai trouvé ces vidéos qui me parlaient. Et d'un coup, j'étais piégé. Sa voix se brise. Tu attends quoi de moi maintenant, je demande. Je veux rentrer à la maison, sanglote-t-elle. Tu me manques. Nous me manquons. Je vois une vraie psy, pas une gourou en ligne. Elle m'aide à comprendre la manipulation. Je rembourserai tout. Je supprimerai mes comptes. Je ferai tout ce qu'il faut. Et le mariage sans sexe. Elle a l'air mortifiée. Ce n'était pas ce que je voulais. Elles m'ont persuadé que l'intimité physique était une soumission au patriarcat. Mon Dieu, c'est ridicule à dire à haute voix. Wow. Et les cercles de femmes, le discours radical, le changement complet de personnalité. Je me suis laissé embarquer.
Elle savait exactement quoi dire pour que je me sente spéciale, éclairée, importante. Elles m'ont isolé, fait douter de tout. Le schéma classique des sectes, mais je ne l'ai vu qu'une fois que tu es parti. Je regarde l'heure. Tes 5 minutes sont écoulées. Élise, s'il te plaît, elle supplie me prenant la main. Je t'aime. J'ai tout gâché. Je ferai tout pour réparer. Je retire ma main. Tu sais, Élise, je suis plus heureux maintenant. Ces dernières semaines m'ont ouvert les yeux. Je mérite quelqu'un qui ne balance pas 9 ans à cause des conseils d'une secte Instagram. Quelqu'un qui me fait confiance pour parler des problèmes au lieu de lancer des ultimatums. Qui accorde autant de valeur à mes sentiments qu'aux siens. C'est moi, jure-t-elle, le vrai moi, pas celle sous emprise. Donne-moi une chance. Tu sais ce qui fait le plus mal. Ce n'est pas le mariage sans sexe. Ce n'est même pas l'argent. C'est que tu as cru une inconnue sur Internet plutôt que ton mari, que tu m'as vu comme l'ennemi, que tu as transformé tout ce que j'ai fait en oppression. Comment on revient de là? Elle pleure à chaudes larmes. Je ne sais pas, murmure-t-elle. Mais je veux essayer. Je ferai tout. Je me lève. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je peux promettre. En la raccompagnant, elle me demande, les yeux gonflés. Je peux t'appeler. Peut-être un dîner la semaine prochaine, juste pour parler. Je t'appellerai, je réponds. Peut-être. Mais n'attends pas. Je la regarde s'éloigner les épaules basses, rien à voir avec la militante froide d'il y a un mois. La vérité, c'est que je ne sais pas si je l'appellerai. Une part de moi aime toujours la femme que j'ai épousée, mais je ne sais pas si elle existe encore. L'autre part profite de sa liberté de l'attention qu'on reçoit en étant célibataire bien dans sa peau. 3 jours plus tard, je reçois un mail inattendu. De Chloé, mais pas pour moi. Un mail groupé au collectif qu'Élise m'a transféré. Chère sœur, c'est le cœur lourd que j'annonce la mise en pause du collectif féminin authentique, le temps de régler des problèmes personnels. Certaines personnes nous accusent injustement. Je dois me concentrer sur ces attaques. Vos abonnements restent actifs pour garantir votre place à la reprise. Restez forte dans votre authenticité, Chloé. Élise avait ajouté. Pour info, elle fuit parce que 3 autres femmes et moi l'avons dénoncée pour escroquerie. Je me suis surpris à être fier. L'ancienne Élise refaisait surface, prenait les devants, se battait contre celle qui l'avait manipulée. C'était la première fois depuis des mois que je retrouvais la femme dont j'étais tombé amoureux. Ce soir-là, on sonne à ma porte. Élise, mais différente, plus posée. Cheveux revenus à leur style naturel, maquillage, léger jean et t-shirt comme avant. Je ne viens pas supplier, je voulais juste te donner ça. Elle me tend une enveloppe. Dedans, un chèque de 5 000 €, la somme donnée au collectif plus un peu plus. J'ai vendu mes vêtements de marque et des bijoux. Je sais que ça ne règle rien, mais c'est un début. Merci, je dis sincèrement surpris. Tu n'étais pas obligé. Si je l'étais. Elle me donne aussi un dossier des mails envoyés à d'autres femmes, du collectif, les alertant sur les méthodes de Chloé. Des captures d'écran d'un groupe de soutien qu'elle a lancé pour d'autres victimes. J'essaie d'aider celles qui sont tombées dans le panneau. C'est la seule façon de donner un sens à tout ça. J'acquiesce malgré moi impressionné. C'est vraiment bien, Élise. Je ne demande rien, ajoute-t-elle vite. Je voulais juste que tu le saches. Je travaille sur moi vraiment cette fois. Pas une version fake. Alors qu'elle s'en va, je me surprends à dire « On pourrait prendre un café un jour juste pour discuter ». Elle se retourne, une lueur d'espoir dans les yeux. Avec plaisir. Je ne sais toujours pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'on réessaiera. Peut-être pas. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de reparler à la vraie Élise. Pas à un robot programmé par une secte. Et aujourd'hui, c'est moi qui contrôle ma vie, mes choix, mon avenir. Quoi qu'il arrive, ce sera à mes conditions. Cette fois, c'est moi qui décide. Et ça fait un bien fou.